www.radiohdl.fr. Si les données rapportées par la sonde que j'ai envoyée concordent avec mes propres calculs, je vais explorer ce qu'aucun homme n'a jamais osé raconter. HDR. Le trou noir? Oui, mais c'est de la folie. J'ai besoin de vous pour conquérir un nouvel univers espace-temps. Un univers où j'aurai la possibilité de rencontrer ce que nous appelons mystérieusement le mix des goûts durs. Maximilian, prépare le lancement de la sonde spatiale. 99.1 www.radiohdr.fr. Интернациональное радио HDR на волне 99,1 FM. Bonjour Frédéric Tadei. Bonjour. HDR. Bulle, bulle, bulle. HDR, bulle, HDR, bulle, HDR, bulle, HDR. Alors, vous avez pris 10 ans de vacances dans votre vie entre 19 ans et 29 ans, où vous avez fait ce que vous voulez, vous vous êtes cultivé, vous êtes sorti. C'est même de ces 10 ans que vous vivez aujourd'hui. Est-ce que vous diriez à un jeune de 20 ans de faire la même chose? Ça dépend à quel jeune de 20 ans. Mais moi j'ai eu de la chance. Mais la balle est passée tout près. C'est-à-dire? Ça aurait pu très très mal se terminer. Mais oui, j'ai eu de la chance. Donc effectivement, aujourd'hui, je vis assez confortablement de ces 10 années-là. Enfin, je n'en ferai jamais un exemple. Maintenant, il y a une certaine catégorie de gens qui peuvent faire ça, qui peuvent se le permettre, et ils le savent. Ils le savent. Quelle catégorie? C'est pas une affaire c'est un truc que vous avez en vous. Vous voyez, je le recommanderai à personne. Mais il y a des gens qui ont besoin de ça, comme il y a des gens qui ont besoin d'une bonne guerre, vous voyez. Ils en reviennent aguerris. C'est le terme littéral. Moi, j'en suis revenu à vacancy. Dans les années 70, pour vous, le grand défi, c'était les femmes. Il n'y avait plus de guerre ou de territoire à conquérir. Et d'autre part, vous vouliez ressembler à Jean-Louis Trintignant dans Le Mouton enragé. Donc, il séduit toutes les femmes dans le film. C'est ça que vous vouliez faire, c'est séduire toutes les femmes? Non, il disait, Jean-Louis Trintignant dans ce film-là, quand on lui demandait ce qu'il faisait, il disait, je couche avec beaucoup de femmes. Non, il disait, je veux coucher avec beaucoup de femmes et gagner beaucoup d'argent. Et je m'étais dit que c'était la meilleure devise qu'on pouvait avoir. Je l'ai vu, j'avais 12 ans. Donc à 12 ans, quand on me demandait ce que je voulais faire plus tard, je répondais coucher avec beaucoup de femmes et gagner beaucoup d'argent. J'ai échoué dans les deux. Dommage. Et pourquoi les femmes vous faisaient peur? Pourquoi c'était un défi? Est-ce qu'elles vous font toujours peur aujourd'hui? Elles m'ont jamais fait peur, au contraire même. Alors non, s'il y a bien un truc que j'ai jamais eu, c'est la peur des femmes. Au contraire, c'était le jouet. Enfin, j'allais dire le jouet, non, c'était le jeu, plus exactement. Le plus dangereux, puisque comme vous le disiez, comme je le disais plus exactement, puisque vous me citiez, il n'y avait plus de pays à conquérir, il n'y avait pas de guerre qui se profilait, il n'y avait pas de grande famine. Donc finalement, l'aventure, c'était les femmes. Et l'aventure ne me faisait pas peur, elle ne m'a jamais fait peur, en tout cas cette aventure-là, c'était la grande aventure. Mais vous n'avez pas réussi. Donc j'ai pas réussi parce que j'ai pas couché avec autant de femmes que j'aurais voulu. Et je gagne pas autant d'argent que j'en rêvais. Alors vous avez commencé à vous intéresser à la peinture en 1985 car vous étiez amoureux d'une fille qui ne parlait que de ça. Ça vous arrive souvent de vous passionner pour quelque chose par amour? Non, ce qui m'intéresse, c'est que si vous voulez la femme que vous convoitez à ce moment-là, si elle se passionne pour quelque chose, vous voulez savoir, évidemment, vous avez envie d'aller voir ce qui la passionne. En l'occurrence, je me suis intéressé à la peinture et je me suis aperçu qu'elle n'y connaissait absolument rien et qu'elle répétait ce qu'elle avait lu dans le journal. Donc immédiatement, les affaires ont cessé. Quand vous étiez plus jeune aussi, vous vous êtes juré de ne jamais être salarié, de ne jamais vendre votre temps à un employeur. Alors qu'est-ce qu'il y avait de si terrible à vendre son temps à un employeur? Mais c'est horrible, c'est-à-dire que vous avez il a le droit de vous dire que vous devriez être là, même si vous n'avez rien à faire. Et la seule fois où j'ai vendu mon temps à un employeur, c'était du temps où j'étais à Canal+, et j'ai réussi à négocier que quand je n'avais rien à faire, je n'avais aucune raison d'être là. Donc moi, ce qui me préoccupait, c'était uniquement qu'on puisse m'obliger à rester quelque part. Ça datait simplement d'un été que j'avais passé dans la banque de mon père, où j'avais vu les amis de mon père, parce que mon père prenait des avions tout le temps, il était toujours bronzé, il était toujours très heureux d'aller au bureau, parce que pour lui c'était les vacances quand il allait au bureau. Et je croyais que tous les amis de mon père que je voyais à la campagne le week-end étaient dans la même situation. Et en fait j'ai découvert que, alors qu'ils avaient des
des situations, comme on dit, plutôt enviables. Ils faisaient des boulots intéressants et je me suis rendu compte qu'en fait, ils passaient leur temps à regarder l'horloge et ils attendaient qu'il soit 17h pour pouvoir aller au club photo. Et je me suis dit, quelle vie horrible, quoi, d'attendre à son bureau parce qu'on ne pouvait pas partir. Et pourtant, c'était des fondés de pouvoir, des dirigeants de banque, mais ils ne pouvaient pas partir avant 5h. Et donc, je me suis juré de ne jamais vendre mon temps, que personne ne puisse me dire, il est pas 5h, là, tu restes là. Ou, il est 8h10, tu devais être là à 8h. Donc voilà, personne ne peut me dire ça, sauf là maintenant, il faut que je sois là au moment où l'émission commence et je peux partir dès qu'elle est terminée. Mais c'est tout. Le reste du temps, je fais ce que je veux. On vous avait proposé de travailler dans la publicité, vous ne vouliez surtout pas. Pour quelle raison ? On me l'a pas jamais vraiment proposé, mais à un moment, j'ai senti que ça me pendait au nez. C'est-à-dire que c'était les années 80, je ne travaillais pas. Et on m'avait demandé de rédiger ce qu'on appelle une plaquette de communication pour une grande entreprise. Enfin, on m'avait donné ça comme un défi parce que cette entreprise-là était assez difficile, elle refusait tout le monde. Et donc je leur ai proposé quelque chose, ils ont dit oui. Donc tout le monde était fasciné. Tu te rends compte, cette entreprise-là, elle lui a dit oui. Donc on m'a proposé une autre plaquette de communication que j'ai faite aussi. Et à l'époque, on gagnait plutôt beaucoup d'argent quand on faisait ça. Et je me suis dit, je vais prendre goût. C'était l'époque où je travaillais pas. Je me suis dit, de l'argent gagné aussi facilement. J'avais l'air assez doué pour ce truc-là, puisque des entreprises qui normalement refusaient, tous les rédacteurs m'acceptaient. Donc je me suis dit, pourvu qu'ils me proposent pas de rentrer dans la pub, parce que je pourrais être tenté de dire oui, et ce serait la fin de ma vie, quoi. Et heureusement, ils m'ont pas proposé. S'ils m'avaient proposé, est-ce que j'aurais eu le cran de dire non ? Je ne le saurais jamais. Vous animez Ce soir ou jamais depuis 2006, Dardar depuis 2002, et vous avez animé Paris Dernière. Vous pensez être doué pour la télévision. Mais c'est quoi être bon à la télévision ? Oui, je suis plutôt doué pour la télévision parce que, si vous voulez, à un moment, quand j'étais très jeune, je voulais être cinéaste. Mais je savais que pour être un cinéaste intéressant, il allait falloir que je sois au moins aussi bon, en tout cas capable de rivaliser avec Sergio Leone, Joseph Losey, Akira Kurosawa, Jean Renoir. Vous voyez, c'est ce niveau-là. Si on doit faire des films, autant que ce soit en essayant de faire d'aussi bons films qu'en ont fait ces gens-là. Après, je me suis dit, finalement, je préférerais peut-être être écrivain. Mais pour être écrivain, il faut pouvoir rivaliser avec Dostoïevski, avec Louis-Ferdinand Céline, avec Tolstoï. C'était difficile aussi. Puis finalement, à un moment, je me suis dit, tiens, il y a la télévision. Et là, bon, c'est encore à ses débuts, la télévision. Vous voyez, il n'y a ni Dostoïevski, ni Jean Renoir, ni Kurosawa. Ça m'a paru faisable. Dans mon genre, je me défends. Finalement, pendant les années 2000, j'ai animé, comme vous venez de le rappeler, Paris Dernière, Dardar et Ce soir ou jamais. À mon avis, j'ai ma petite page dans l'histoire de la télé. Donc c'est un désir de passer à la postérité ? Exactement, mais il n'y a pas de je pense qu'il n'y aura pas une grande postérité à la télévision parce que ça ne reste pas à la télévision. En tout cas, Ce soir ou jamais, ça ne restera pas. Paris Dernière, on ne sait jamais. Peut-être que dans 30 ans, quand on aura la nostalgie des années 2000, on se dira, tiens, c'était comment les années 2000, nos enfants ? Il n'y a pas de film des années 2000 en France. Enfin, vu le niveau du cinéma, il n'y a absolument rien. Aucun film en France ne raconte les années 2000. Donc finalement, qu'est-ce qu'on cherchera ? On ira voir Paris Dernière. C'est Paris Dernière qui nous racontera les années 2000. Et là, dans 30 ans, on saura si ça datera en beauté, si ce sera encore regardable, ou si la manière de filmer de Paris Dernière était complètement ridicule. Dans 30 ans, on saura. Voilà. Alors, Ce soir ou jamais, comment vous avez eu l'idée du concept ? Tout simplement parce qu'ils m'ont demandé d'animer une émission culturelle en direct et quotidienne sur le service public, et je me suis dit, toutes les émissions culturelles sont mortellement chiantes, c'est à mon avis la dernière chance qu'on laisse à une émission culturelle, qu'est-ce que j'aurais envie de faire ? Et j'ai imaginé de changer finalement le concept même de l'émission culturelle qui datait d'apostrophes. On assoit des écrivains ou des gens de cinéma ou n'importe quoi, des artistes, on les assoit autour d'une table et chacun son tour, ils racontent leur film, l'autre raconte son livre et puis le troisième aurait pu raconter son disque. Et finalement, c'est ça les émissions culturelles depuis 30 ans. Donc je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer d'autre ? Donc voilà, j'ai imaginé, si on regardait l'actualité vue par la culture, si on invitait des artistes et des intellectuels pour nous raconter, non pas leurs livres et leurs films, mais l'actualité, c'est-à-dire ce que tout le monde a vu au journal de 20h ou a entendu à la radio, mais tout à coup, ce serait regardé, commenté, débattu par des artistes et des intellectuels qui, à mon avis, dans la compréhension qu'on a du monde, sont bien plus influents que les journalistes.
Donc dans Ce soir ou jamais, il y a de la classe, du panache, on y boit du champagne. Qu'est-ce que ça apporte tout ça? Personne ne boit du champagne, comment le savez-vous? Les verres sont opaques. Vous pouvez pas savoir. Si, parce que j'y étais. Ben, vous avez bu du champagne, moi j'en bois pas par exemple. Vous buvez de l'eau? Non, mais si justement si les verres sont opaques, c'est que pour que personne ne sache que vous buvez, moi non plus. Donc non, il y a pas de paillettes dans Ce soir ou jamais. Il se trouve qu'il y a une belle lumière, qu'on reçoit bien les gens, et que donc si vous venez, vous qui êtes du public, et on vous paye pas pour venir, on vous demande pas d'applaudir, on vous demande pas de siffler comme dans d'autres émissions. Donc la moindre des choses, c'est qu'on vous verse à boire, qu'on vous offre à boire, et même qu'on vous fasse passer quelques gâteaux. Mais c'est tout. Parce qu'il n'y a pas, ça fait pas partie du spectacle. Vous voyez, on montre pas le barman en train de déboucher des bouteilles en faisant des risettes à la caméra. Tout ça fait partie juste d'un certain confort qu'on donne et à nos invités et aux invités. Mais c'est pas du spectacle. Alors l'émission va passer en hebdomadaire à la rentrée. Qu'est-ce que ça vous fait? Enfin, est-ce que vous en avez pas marre déjà du rythme quotidien depuis des années? J'ai fait 5 ans cette émission, j'ai fait près de 6 ans d'émission de Ce soir ou jamais, c'est presque autant qu'Apostrophe de Bernard Pivot en 15 ans. Donc effectivement, le fait de retrouver une vie à peu près normale, enfin un tout petit peu normale, si tant est que ma vie puisse être normale, mais je veux dire par là d'avoir des dîners, des soirées normales qui se passent pas sur des plateaux de télévision ou dans une loge comme celle où nous sommes actuellement, ça me fait plutôt plaisir. Maintenant, j'ai beaucoup aimé faire cette émission en quotidienne, ça m'a beaucoup plu. Si on m'avait dit que ça devait durer encore 5 ans de plus, j'aurais trouvé ça long, oui. Alors, si vous étiez un artiste, qui vous seriez? Un chien. Si vous étiez un acteur? Picasso. C'est pas un acteur. Mais comment que c'est un acteur? Quel acteur? Si j'étais un acteur, je voudrais être Alain Delon, comme tout le monde. Si vous étiez une voix à la radio, par exemple? Je suis une voix à la radio, sur Europe 1. Une autre voix? Jacques Chancel. Si vous étiez un monument à Paris? L'obélisque. Si vous étiez un monument international? La Statue de la Liberté, c'est la fable de l'obélisque. Si vous étiez une destination? En ce moment, la prochaine pour moi, c'est Grenade. Alors, est-ce que vous pouvez me citer vos 3 livres préférés, ou 3 livres en tout cas qui vous viennent à l'esprit tout de suite? Les démons de Dostoïevski, Le voyage au bout de la nuit de Céline et Kat et ses chiens de Paul Morand. 3 films. Le fanfaron de Dino Risi, Il était une fois la révolution de Sergio Leone et The Servant de Joseph Losey. Et 3 peintures. Mademoiselle O'Murphy de François Boucher, Les Demoiselles d'Avignon de Picasso, et un tableau qui n'a pas de titre de François Boiron, qui représente une plage, qu'il a peint en 82 et qui est dans mon salon. Dernière question, vous nous offrez un verre? Non, vous avez déjà eu du champagne. Retrouvez les bulles HDR sur le www.radiohdr.fr.